Alors que la grande fête se prépare pour accueillir à Paris les Jeux Olympiques, des voix s'élèvent pour alerter sur ce qui pourrait se passer à l'ombre des projecteurs, en marge des festivités et des plateaux sportifs. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec mon ami Franck. Bonjour Franck. Bonjour David. Alors, aujourd'hui, avec le CPDH, vous avez souhaité nous alerter sur le cas des hommes et des femmes qui pourraient subir ces jeux pendant que d'autres en profitent. En effet, on travaille au sein d'un collectif qui s'appelle Ensemble contre la traite des êtres humains. Là, nous sommes 26 associations qui sont regroupées et le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine fait partie de ce collectif et nous avons travaillé depuis 2023 sur une campagne à la fois de prévention, mais aussi d'encouragement à ce que les Jeux olympiques soient une fête pour tous. Et d'ailleurs, c'est le thème de notre campagne. On voudrait tous et toutes que ce soit la fête. Et cette campagne, elle peut être trouvée sur internet, soit sur le site du CPDH, hein, www.cpdh.org, ou alors sur le site Ensemble contre la traite des êtres humains. Et là aussi, ça nous paraissait important d'intervenir parce que les Jeux olympiques rassemblent à peu près 200 pays. C'est un moment de joie, un moment d'enthousiasme, un moment de fête donc. Et puis, les valeurs de l'olympisme nous paraissent tout à fait nécessaires à promouvoir, hein. Je pense à celle de l'amitié, à celle du respect, à celle de l'excellence aussi, hein. Ce sont les 3 valeurs principales de l'olympisme, mais également les valeurs du paralympisme, qui sont de plus en plus mises à l'honneur et que je trouve, très, très importantes à rappeler à la fois la détermination, l'égalité, l'inspiration, le courage, tout cela est important. Et nous ne souhaitons pas faire de l'olympisme bashing, hein, si je puis dire. Au contraire, nous voulons mettre en avant ces belles valeurs et ces beaux objectifs. Mais nous ne pouvons pas non plus nier que les grands événements sportifs ou culturels d'ailleurs, hein, génèrent d'autres intérêts que ceux simplement de la fête, de la joie, du bien-être, du fait d'être ensemble. Parce que à travers l'olympisme, ce qu'on souhaite, c'est vivre plus fort émotionnellement parlant, on souhaite vivre mieux ensemble, on souhaite vivre mieux tout simplement à travers le sport, c'est important d'en faire. Bon, mais tout cela peut être largement gâché quand des réseaux mafieux ou des personnes avec de très mauvaises intentions vont essayer de profiter des événements pour mettre des services sexuel ou travail forcé par exemple, heu, de manière cachée parce que tout ça, ça se passe toujours de manière occulte, hein, bien sûr, heu, donc de faire leurs petites affaires comme on dit. Et ça, il nous semblait important, de ne pas gâcher la fête. Ça vraiment que ce soit la fête pour toutes et puis pour tous. Et pour le coup, nous, notre objectif, c'était de faire connaître au grand public, mais aussi à toutes les autorités publiques, hem, quels peuvent être les réseaux de traite, leur façon de procéder et parfois, leur faire, découvrir, tristement découvrir, des méthodes auxquelles on ne penserait pas ou des formes de traite, auxquelles on ne penserait pas, hein. Quand on parle de traite des êtres humains, très souvent, on pense à l'exploitation sexuelle et il est tout à fait vrai que c'est majeur, bien entendu, hein. Mais il n'y a pas que cela et c'est pour cela que nous avons travaillé un document qui est un livret qui est téléchargeable sur internet, mais aussi que le CPDH peut envoyer à qui le demanderait, hein, à contact@cpdh.org. Un livret présentant des témoignages de victimes de traite, ça c'est une première partie, hein, mais aussi en rappelant tout ce que devraient être les Jeux olympiques et le bonheur qui devrait s'attacher à cet événement. Donc il ne s'agit pas pour nous de mettre un voile noir sur l'événement, non. Mmh. Mais en tout cas, c'est pour nous dire: «N'ignorons pas ce qui peut se faire» et nous pensons qu'à partir du moment où les méfaits de certains réseaux, sont connus et même mieux connus, du coup, ça rend plus difficile leur progression et leur mauvais agissements. Ça nous Mmh. paraît important de faire cela. Donc un livret
avec des témoignages, mais aussi un livret avec des pistes, on en parlera peut-être tout à l'heure, des pistes pour repérer les victimes de traite, hein, et puis également sortir de Mmh. réseau de traite. Parce que ça, c'est le but ultime. Quand quelqu'un est repéré comme une victime, c'est comment on l'aide, et puis également comment même parfois elle-même, elle peut trouver de l'aide. Mmh. Quand tu m'as interpellé sur ce sujet, du coup, je suis allé me renseigner, sujet que j'ignorais totalement, comme, j'imagine 99 des Français. Mhm. Et j'ai finalement, malheureusement pas été surpris par tout ce qui tourne autour de la prostitution, parce que c'est quelque chose qu'on voit plus facilement, où on est un peu plus habitué. Mais par contre, les réseaux qui utilisent des enfants pour voler, par exemple, ça m'a énormément surpris. Moi, j'ai connu ça au Burkina Faso. Mhm. On appelle ça les garibous, c'est les enfants qui sont, et qui sont appelés talibés au Sénégal. Des Mhm. enfants qui sont dans des réseaux, qui les envoient mendier ou voler dans la rue. Mais en France. Oui, ça te paraît incroyable, n'est-ce pas? Hein. Alors, moi, ce que je te propose, et puis que je propose à tous nos auditeurs aussi, c'est de lire un court témoignage, précisément, un de ces témoignages publiés dans le livret dont je faisais mention tout à l'heure. Il s'agit d'un... Alors, bien sûr, les prénoms ont été changés, hein, on est d'accord. Il s'agit d'un jeune dont le témoignage est rapporté et on lui donne le nom de Hamza. Il est forcé à voler. Voici son témoignage. À 13 ans, comme d'autres copains de mon quartier, je quitte le Maroc pour l'Espagne dans l'espoir d'une vie meilleure et plus facile. Je me rends au départ à Ceuta, une ville espagnole au nord de l'Afrique, où je vis à la rue. Pour traverser la Méditerranée, je me cache sous un camion qui embarque dans un gros bateau à destination du sud de la péninsule ibérique. Ici, je suis pris en charge et hébergé en foyer, et je retrouve d'autres jeunes Marocains dans la même situation que moi. Plusieurs d'entre eux me parlent de Barbès, un quartier de Paris, où les jeunes comme nous peuvent facilement gagner de l'argent, avant de revenir faire leurs papiers en Espagne. Le plan a l'air sûr. Je pars donc en train pour Paris, je me rends à Barbès. C'est là que je rencontre Walid. Il vient de la même ville que moi. Il m'invite dans son squat qu'il partage avec d'autres jeunes. Le lendemain, il me présente à des Algériens plus âgés que nous. Ils m'accueillent comme un petit frère, me disent qu'ils vont me protéger, m'aider à m'en sortir. Mais pour cela, je dois leur rapporter des bijoux. En échange, ils me promettent de me donner assez d'argent pour vivre, acheter des vêtements et même de quoi envoyer à ma famille au pays. Comme je ne sais pas comment m'y prendre, ils m'envoient au Trocadéro, m'expliquent comment dérober les bijoux aux touristes, et pour ne pas avoir peur, ils me donnent un médicament qu'ils appellent Madame Courage. Tout le monde en prend ici. Et en effet, avec ça, je ne crains ni la foule ni la police. Rapidement, les grands changent d'attitude. Je dois désormais payer pour avoir Madame Courage, et ils me mettent la pression pour que je ramène toujours plus de bijoux. Ils me menacent. Une fois, ils se sont mis à plusieurs pour me tabasser. J'ai peur et j'ai de plus en plus besoin de médicaments pour voler et dormir, ne pas souffrir. Alors je travaille jour et nuit pour avoir plus d'argent. C'est un cercle infernal. Je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir. Un soir, désespéré, je tente de mettre fin à mes jours en pleine rue. Un passant alerte les pompiers, me conduit à l'hôpital. Je suis pris en charge par un psychologue à qui je raconte tout. Il m'oriente vers une association spécialisée qui m'aide à obtenir des papiers, trouver une place en foyer et intégrer une école. Bon, je ne vais pas plus loin, mais vous voyez que, tu vois, l'audition évidemment de ce témoignage, que ce sont des pratiques absolument terrifiantes. Mais ça existe. Et encore une fois, quand on se retrouve dans des grands événements que ceux des Jeux olympiques, eh bien, ça peut servir d'aspirateur pour des jeunes qui sont en situation de grande précarité. Et alors, toutes les promesses sont bonnes. J'ai 2 réactions. La première, c'est de me dire, «Rassure-moi, c'est un témoignage isolé, on n'en a pas beaucoup» et en même temps, je crains que tu me dises que la réalité est dessus de ce que j'imagine. Et la deuxième pensée, c'est surtout de me dire, ben, en fait, quand moi je vois un petit voleur, en fait, il y a surtout une victime derrière le petit voleur. Alors oui, moi je réponds à ta dernière remarque. Oui, moi-même, j'ai assisté à des situations où clairement l'enfant de la famille dont je me suis occupé
était entraîné à voler, Mmh. parce que lui, il passait plus facilement inaperçu, ou il pouvait s'introduire dans les lieux où les adultes ne pouvaient pas s'introduire. Donc, oui, tu as raison. Quant à savoir, évidemment, si cette proportion est très, très importante, oui, elle est très importante. Là-dessus, je n'ai pas de chiffres à aller rechercher. Mais encore une fois, il ne s'agit pas simplement de de donner des chiffres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces situations existent et par conséquent, heu, ouvrir les yeux et remettre parfois nos idées dans le bon ordre, si je puis dire. Mmh. Parce que, par exemple, pour reprendre le témoignage que je viens de lire, évidemment, la première réaction, c'est: «Sale voleur». Mais la réaction aussi qu'il faut avoir, c'est de se dire, «Mince, quelle est la vie de ce gosse ou de ce jeune?» Et là, l'action du CPDH, c'est de faire connaître ce type d'histoire, bien sûr, mais c'est aussi de faire comprendre au grand public comme aux autorités publiques, je le redis, que, ces phénomènes de traite des êtres humains existent. Et c'est bien parce qu'il s'agit de traite des êtres humains que notre campagne a reçu le soutien de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, notamment. Parce qu'on est bien sur du trafic. Mmh. Ce trafic profite toujours de la misère, de la fragilité, de la faiblesse. Mmh. Passé, le choc de cette information, maintenant qu'on est au courant, qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire? Alors d'abord, je crois que i il faut un peu se former. Et là-dessus, nous avons publié, alors je ne sais pas si on voit bien l'ouvrage que je montre, je ne crois pas trop. Enfin, un ouvrage qui s'intitule «Invisible». Là aussi, il est téléchargeable sur internet. Cet ouvrage, en fonction des phénomènes de traite, propose des moyens de repérage, des indices et également, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, continue, notre même thématique sur la mendicité. Comment repérer les mineurs contraints à la mendicité? Cela demande une évaluation attentive et poussée de la situation. La contrainte à mendier n'est en effet pas facile à repérer, car dans la majorité des cas, la mendicité consiste en une pratique destinée avant tout à survivre. Pour les services compétents, il s'agit donc de bien évaluer la situation afin d'éviter toute séparation inappropriée d'enfants en bas âge avec leur mère en vue d'un placement, par exemple. De même, si les enfants sont à la rue ou contraints à la débrouille, cela ne veut pas forcément dire non plus que leurs parents sont maltraitants. Bon, ils peuvent être dans l'attente de leur évaluation par les services compétents, etc. Donc, il y a des mises en garde et après, les indices. Voilà. Une surveillance par les plus grands ou par les adultes qui sont en proximité. La méfiance des enfants, parce qu'ils se savent ils se savent surveiller. Des marques de violence physique, bien sûr, ou les menaces qu'ils profèrent, la violence qu'ils peuvent manifester si on pose des questions, hein. La marque de la peur. Tout ça Mmh. sont des indices qui sont repérés dans l'ouvrage que je viens de mentionner. Donc, premièrement, comment on diagnostique? Et puis ensuite, je renvoie vraiment vers le livret qu'on a publié pour cette campagne et qui est téléchargeable sur internet, parce que dans la dernière partie, il y a toute une documentation sur d'abord les textes juridiques qui protègent les victimes de traite et ensuite on renvoie vers des services séculiers, heu, des services d'association, des services, parfois de l'État qui sont, chargés de protéger, les mineurs ou les majeurs. Mmh. On n'a pas détaillé la question du trafic, sexuel, mais alors là, pour le coup, c'est énorme ce trafic et les profits qu'il génère et la détresse, Mmh. qu'il propage. Bon, eh bien, là aussi, la loi française, on dit, est une loi abolitionniste, c'est-à-dire que c'est le client qui est condamné et condamnable. Et là aussi, il y a des obligations des pouvoirs publics pour accompagner les victimes de prostitution dans des parcours de réinsertion, de protection, et cetera. Tout cela est expliqué. Mmh. Très bien.
Eh bien, je mettrai en lien sous cette vidéo l'ensemble des liens vers les documents que tu nous as cités et présentés aujourd'hui. Et je te dis à bientôt pour un nouveau sujet, peut-être un peu plus joyeux cette fois-ci. Entendu? Ah, la joie, c'est quand on s'en sort, n'est-ce pas? Ça marche. Alors, ce sera pour des bons témoignages. Merci beaucoup, Franck. À Absolument. bientôt. À bientôt.